sénateurs et les députés osent affronter le gouvernement sur ces questions-là. Il faut que vous arrêtiez de crier partout qu'il ne faut pas trop d'impôts, il ne faut pas augmenter les impôts, parce qu'à la fin, vous avez le résultat devant vous. Non, mais, et donc, Monsieur Jarry, oui. Non, mais moi, je ne suis pas pour les hausses d'impôts. Mais les impôts qui ont été supprimés par le gouvernement ne jouent pas sur les finances de l'État. Ils n'ont pas baissé ou supprimé une part des impôts sur le revenu. Ils ont supprimé les impôts locaux. C'est différent. C'est-à-dire, ils ont asséché nos recettes qui remettent un impôt local et qui baissent l'impôt sur le revenu. Je crois que personne ne ça n'offusquera. Si. Ça serait peut-être une bonne chose. Voilà. Ah si, puisque vous avez... bon, mais écoutez, on n'est pas à l'Assemblée. Allez, on revient au budget départemental, Monsieur Jarry. C'est évidemment... Allez. Non, mais c'est évidemment essentiel, puisque vous, ici, vous avez tous crié qu'il y avait trop d'impôts sur les entreprises. Donc, les gouvernements successifs vous ont pris au mot. Ils ont supprimé, l'un a dit, la taxe professionnelle pour remplacer par un impôt qui était différent. La CVAE, aujourd'hui, il n'y en a plus. Et donc, bien sûr que vous avez participé à ça. Et c'est pourquoi, c'est le cœur de mon propos, c'est un fait indéniable et qu'on partage, les collectivités territoriales, et particulièrement les conseils départementaux, sont soumis à des pertes de recettes liées à la privation des ressources émanant de la fiscalité directe. Les gens qui ont pu penser qu'un département ou des collectivités territoriales pouvaient fonctionner sans fiscalité directe, donc sans responsabilité quant à l'impôt qu'ils mettaient, sont évidemment... il y en a parmi vous, d'ailleurs, sans doute. Nous, on n'a jamais participé de cette affaire-là. Ils sont évidemment devenus dépendants de la TVA qui est liée à la croissance et aux arbitrages du gouvernement auxquels vous participez, puisque ce n'est pas les fonctionnaires de Bercy qui décident que la part de TVA reversée au département sera moindre. C'est le gouvernement auquel vous participez qui décide de ça. De la dotation globale de fonctionnement qui leur reste et qui ne cesse de baisser, même si l'enveloppe elle reste constante, mais elle baisse, et qui est en régression constante, et puis des taxes sur les transactions financières et des recettes diverses qui sont réparties. Alors, c'est vrai que cela place les départements dans une situation très périlleuse, et si on s'en réfère aux propos de l'Association des départements de France, certains frôleraient même la cessation de paiement, et même auraient, dès l'année dernière, en réalité, un budget qui entre guillemets, n'était pas sincère, puisque reportait sur l'année 2025 des dépenses qu'ils avaient faites en réalité en 2024. Donc cette situation est évidemment très préoccupante, et d'autant plus qu'elle affaiblit les collectivités territoriales, qui rendent un service nécessaire et prégnant aux populations, ce qui est indéniable. Pourtant, si nous en faisons le constat, donc nous ne chantera pas en chœur avec votre majorité de cette assemblée départementale, car nous, c'est vrai, nous avons depuis toujours condamné toutes les politiques, même quand elles étaient de gauche, qui s'en prenaient à l'autonomie financière des collectivités territoriales obtenue dans la fin des années 70 d'ailleurs, que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir une véritable autonomie des finances des collectivités territoriales et qu'on bénéficiera à partir des années 80, du début des années 80, d'une certaine autonomie dans les décisions. Donc on peut dire que le moment un peu intéressant pour les collectivités territoriales, c'est cette fin des années 70, sous les gouvernements, alors pour le coup de Giscard, puis ceux de Mitterrand, qu'on est parvenu. Ce modèle a été systématiquement détruit dans les années qui se sont écoulées, avec la complicité des uns et des autres, et qui nous amène aujourd'hui à cette situation-là. Ajoutons évidemment que ça a participé à cette idée de refuser qu'une part de la plus-value des entreprises bénéficie aux collectivités territoriales. On peut
de la valeur ajoutée même des entreprises, participent au budget des collectivités territoriales, avec forcément toujours des histoires de à qui les percevrait, mais voilà. Donc, OK pour dénoncer la situation dans laquelle on est, OK y compris pour dire attention à l'aggravation dans laquelle on va aller, mais en même temps pas d'accord avec vous. Alors surtout pas pour remettre ça sur les fonctionnaires de Bercy, parce qu'il y a des politiques qui se sont exprimés, qui ont voté, et on est dans cette situation-là. Alors, pour autant, c'est quand même un peu ce que vous dites dans vos propos, le département des Hauts-de-Seine continue de bénéficier de recettes conséquentes. Il y a des questions jusqu'à quand, mais en tout cas, pour l'instant, il bénéficie de recettes conséquentes. Et d'ailleurs, si on regarde la question des DMO, qui rentre d'une manière importante dans l'équation financière, si je m'en réfère, par exemple, à l'année 2014, c'est pas si loin, 10 ans, nous avions enregistré 415 millions de recettes de DTMO. Aujourd'hui, nous en sommes, pour 2024, à 424 millions. Alors oui, on peut regretter quand on compare à 2019 et des plus de 768 millions d'euros perçus et à 2022 à 716 millions d'euros, mais il s'agissait d'un effet mécanique lié à une envolée des prix de l'immobilier parfaitement anormale, encouragée par des taux d'emprunt historiquement bas. Les conditions d'un mouvement spéculatif irraisonné étaient en marche. Aujourd'hui, les conséquences se manifestent. D'ailleurs, nous n'avons cessé à l'époque de vous entendre vous féliciter de cette situation, de la montée, de vous féliciter de la montée de l'évolution des coûts des transactions financières, et d'ailleurs de constater que beaucoup d'entre vous ont encouragé cette dynamique au sein de leur propre commune. Et force de constater, quelque part, que vous le reconnaissez même, cette dernière est devenue une véritable spirale qui aujourd'hui nécessite qu'on y aille par la loi pour encadrer la spéculation foncière immobilière si on veut arrêter le désastre dans lequel on est. Nous n'avons cessé d'ailleurs de vous mettre en garde sur les conséquences inévitables engendrées par ces choix, faits au détriment des populations qu'ils concernent. Cela n'est pas tenable, nous disions-nous à l'époque. Nous y sommes. Voilà. Je vais plus loin. Ici, on s'émeut du montant des DMO de l'ordre de plus de 420 millions enregistrés en 2024 à répartir vers une population de 12,7% placée sous le seuil de pauvreté. Mais regardons la Seine-Saint-Denis, où on parle de 150 millions de DMO, quand la réalité sociale du département, car les besoins réels des populations, ça compte, c'est 28,4% de taux de pauvreté. Et de ce point de vue, je suis allé regarder, parce que vous ne voulez pas qu'on compare avec les autres départements, mais si quand même. D'ailleurs, l'association des départements des Hauts-de-Seine le fait, l'association des départements de France le fait. Je suis allé sur le site de cette association auquel on participe. Il donne trois données pour faire cette comparaison. Le premier, c'est le taux de bénéficiaires de l'APA parmi la population de plus de 75 ans dans les départements. Alors, cette Saint-Denis, ça ne vous étonnera pas, 24,6% de la population bénéficie de l'APA parmi les plus de 75%. Dans le Nord, c'est 24,3%. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est 17,7%. À Paris, c'est 12,5%. Et dans les Hauts-de-Seine, c'est 12,4%. Voilà. Même Paris a une situation moins bonne que la nôtre. Maintenant, la part de population couverte par le RSA. En Seine-Saint-Denis, 10,5% de la population. Dans le département du Nord, 8,2%. Dans les Bouches-du-Rhône, 7,7%. Paris, 4,7%. Hauts-de-Seine, 3,4%. Dans les mesures ASE, chez les 0-20 ans, dans le département du Nord, elle concerne 3,2% de cette tranche d'âge. À Paris, 2,1%. En Seine-Saint-Denis, 1,9%. Dans les Bouches-du-Rhône, 1,8%. Et dans les Hauts-de-Seine, 1,4%. Donc, voilà. Donc, une fois de plus, nous
le redisons à la lumière de ces données, le département des Hauts-de-Seine sont bien un département de l'entre-soi. Cet entre-soi est d'ailleurs cultivé par la droite dans la plupart des villes que vous dirigez dans ce département. Ces données montrent les choix politiques de bâtir un territoire dans lequel la ségrégation sociale et territoriale est à son maximum, et j'y reviendrai, mais surtout, quand on évalue les budgets des départements, on ne peut pas le faire sans regarder les situations sociales totalement différentes, c'est un euphémisme, auxquelles les départements ont à faire face, sur ce qui est la principale de leur responsabilité, qui est l'action sociale. Et vous remarquerez, je n'ai pas pris les indicateurs concernant les départements. J'ai pris les indicateurs concernant les départements comparables. Je n'ai pas pris la Creuse, la Nièvre ou l'Aveyron. Alors, prenons un exemple qui est évidemment décisif dans cette affaire, évidemment, qui est la question du logement. Plus de 20 ans après le vote de la loi SRU initiale, imposant un minimum de 20% de logements sociaux porté à 25 en 2013, 17 communes du département n'atteignent toujours pas l'objectif minimum imposé. D'ailleurs, 9 d'entre elles ont été récemment sanctionnées par la préfecture en 2023 par des arrêts de carence. Pourtant, entendons-le bien, 25% représentent un minimum. 25%, c'est un minimum à atteindre. Toutes les villes de l'espace, si toutes les villes de l'espace métropolitain ne fournissaient que ce taux minimum d'effort fixé par la loi, nous ne répondrions toujours pas à la demande. Donc il faut faire plus, donc il faut faire mieux. Mais ce constat, vous continuez, vous, de pénaliser les villes qui ont un taux de logement supérieur à 35% en supprimant le soutien du département et de la région, puisque c'est les mêmes, hein, c'est la droite aussi, pour financer des PLI et des PUS. Or, le problème, ce ne sont pas les villes qui construiraient trop de logements à loyer modéré, mais bien le fait que le niveau de construction global au sein de l'espace métropolitain soit bien insuffisant pour répondre aux besoins. Et là, on installe une situation particulièrement grave et préoccupante qui non seulement met tous les gestionnaires de logements sociaux en difficulté, mais surtout ne répond pas à la préoccupation principale et légitime des populations. Et je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais mes prévisions généralement sont assez bonnes de ce point de vue. On va, et vous allez, et nous allons vers une crise extrêmement grave dans les années qui viennent, sans bouger de cette part, et qui auront des conséquences financières parce qu'on verra revenir des formes d'habitat qu'on pensait avoir disparu du paysage, bidonville ou campement, dedans. Donc voilà. Alors, à ces choix assumés consistant de refuser de prendre sa part dans l'accueil de la diversité des populations, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, a des conséquences. Alors, par exemple, parlons des enfants. Vous l'avez sûrement lu, notre ami et éminent collègue, le sénateur Pierre Ouzoulias, a récemment saisi la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche via une question écrite relative à l'aggravation de la situation scolaire dans les Hauts-de-Seine. Je vais me permettre d'en citer un extrait, peut-être un peu long, mais c'est important qu'on parle des choses concrètes. La publication des indices de position sociale, IPS, de l'année 2023 et 2024 est édifiante et traduit d'abord un séparatisme social et géographique. Les IPS les plus élevés sont concentrés dans les établissements de 8 communes, Neuilly, Rueil, Meudon, Vanves, Clamart, Neuilly et Antony, Sceaux et Saint-Cloud, tandis que les IPS les plus faibles sont concentrés dans les établissements de 6 autres communes, Colombes, Villeneuve-la-Garenne, Nanterre, Gennevilliers, Bagneux et Clichy. Ainsi, à Courbevoie-Puteaux, la Garenne, Colombes, l'indice de positionnement social moyen des collèges publics est supérieur à 120, tandis que celui des collèges publics de Nanterre n'atteint pas 94. Près de 30 points d'écart entre des communes pourtant voisines. L'écart est creusé par des logiques de sectorisation des établissements publics, renforçant l'entre-soi des plus riches comme des plus pauvres, se double de l'écart créé dans l'ensemble du département par la concentration dans les établissements privés sous contrat et des élèves les plus favorisés socialement. Alors, notre collègue demande à la ministre d'appliquer la loi, les dispositions prévues par la loi de 2013 sur la refondation de l'école de la République. Mais ici, on peut agir.
on peut agir avec à la fois les moyens financiers que vous avez, mais aussi avec les décisions que vous pouvez prendre. Par exemple, ici, on peut retravailler la sectorisation des collèges qui dépend de vous pour parvenir à un nouvel équilibre démographique et social et démocratique entre les collèges. Ça, c'est des choses que vous pouvez décider. D'ailleurs, des villes l'ont fait avec un certain succès. Par exemple, Paris, puisque il faut quand même aussi aller voir les choses ailleurs. Eh bien, non, vous avez d'ailleurs, la dernière fois, voté une sectarisation qui ne change strictement rien. Et, entre guillemets, vous ne pouvez pas vous planquer derrière la demande des maires. Vous ne pouvez pas vous planquer de ça. Il y a un vrai débat politique à avoir avec l'ensemble des élus de ce département, dans l'Assemblée départementale et avec les maires, sur le fait des conséquences que nous sommes en train de créer avec ce séparatisme social, scolaire, et les conséquences qu'elles auront à terme, y compris sur le comportement des uns et des autres. Voilà. Pour terminer, quand on lit votre rapport sur le budget primitif, je parle du rapport. Heureusement, il y a quelques éléments qui sont apportés dans la discussion ici. Il y a, je résume, il y a la partie description catastrophique des recettes, ok, et qui est à relativiser, et pour ce qui est de demande des dépenses, tout va bien. Vous ne prenez même pas la peine de dire dans le rapport les restrictions que vous proposez. Je vois même d'ailleurs que vous en mélangez entre des restrictions que vous proposez et puis la prise en compte de la baisse du coût de l'énergie. Certes, on peut dire c'est aussi parce qu'on a fait des travaux, etc. Mais enfin, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ni donc que vous prenez, ni pourquoi, ni les impacts qu'elles ont pour les catégories concernées ou pour les communes. Et donc, il faut qu'on essaye, par un gymkhana sur les lignes budgétaires, de retrouver, et encore, on n'en est même pas sûr. Par exemple, si on prend le sport, alors, évidemment, les programmes des actions sportives, ils passent de 7,9 millions pour le sport de haut niveau contre 8,8 millions dépensés en 2024, tandis que celui qui est consacré au sport pour tous était de 2,3 millions l'année dernière, il passe de 2 millions. Alors, on peut dire tout simplement, il n'y a plus les Jeux Olympiques et Paralympiques, et donc c'est la raison. Mais on n'est même pas sûr que ce soit ça. Bon, donc, je pense qu'il faut quand même avoir un document budgétaire qui mette en avant les choix que vous faites et que vous les assumiez, y compris par ailleurs, il ne faut pas minimiser les impacts pour les communes, parce que vous dites on ne change rien pour les communes. Alors, malheureusement, les départements qui le font, ils ne le font pas de gaieté de cœur, mais ils sont amenés à prendre ça. Donc vous pouvez le faire, bon, d'accord, mais par exemple, il ne faut pas minimiser les dépenses. D'ailleurs, la maire de Bagneux vous a écrit un courrier. Je m'entends de deux côtés. La maire de Bagneux vous a écrit un courrier. Les baisses cumulées, ça amène, prises par le département, ça amène pour la ville de Bagneux 150 000 euros d'économie. 150 000 euros, c'est en gros à peu près 4 postes de fonctionnaires territoriaux. C'est pas rien du tout pour une commune comme Bagneux qui a peu de ressources. Donc il ne s'agit pas de dire... Non, mais bien sûr. Et l'argent qu'on amène à Bagneux par rapport aux 150 000 euros, c'est des dizaines de millions. Mais on peut laisser les 150 000 et pas mettre les dizaines de millions, si vous voulez, M. Jarry. Mais non. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne vous interromps pas quand vous intervenez, M. le Président. Je vous dis simplement que votre document budgétaire n'a pas la clarté nécessaire au regard de la situation grave que vous décrivez, et que si vous voulez qu'on soit avec vous dans un débat sur les priorités dedans, alors ce qui peut se faire, on peut, et peut-être on n'aura sans doute pas les mêmes que les vôtres, mais au moins il y aura un vrai débat budgétaire, plutôt qu'un document dans lequel on n'y retrouve rien et qui fait que le débat est bien difficile à faire. Donc pour terminer, je dirais que ce budget, normalement, devrait exprimer clairement les priorités qui sont les vôtres,
Et d'ailleurs, quand vous dites que vous avez... c'est la bonne gestion qui a permis que vous arriviez à cette situation aujourd'hui de pouvoir emprunter, d'être moins en difficulté. D'ailleurs, je vous redis toujours que c'est en partie par la destruction des services sociaux que vous avez fait et que vous avez du mal aujourd'hui à rétablir. Et je me dis même que vous vous êtes fait griser par le montant des excédents que vous arriviez à dégager dans ces conditions-là, parce que sans quoi vous n'auriez pas fait la décision que vous avez prise concernant le musée du Grand Siècle, dont vous savez qu'il n'avait pas l'unanimité, loin de là, sur ce sujet, y compris dans votre propre majorité. Donc, quand je vous vois parfois vouloir faire des leçons, y compris aux autres départements de ce point de vue, je pense qu'il faut regarder les choses. Donc, voilà. Et donc, on va dire, pour raisonner, donc, vous n'assumez pas, vous n'exprimez pas clairement les priorités qui sont les autres, et c'est une sorte de budget en trompe-l'œil où vous masquez les moyens conséquents dont vous continuez de disposer, et vous n'assumez pas les diminutions que vous pensez nécessaire de faire, les restrictions que vous décidez de prendre et les conséquences qu'elles ont et qui sont évidemment assumées. Voilà. Juste une chose.